Merci de nous suivre à travers ce magazine Kiosque. Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de vous savoir très nombreux en train de nous suivre en ce moment. Alors, l'actualité du jour en République démocratique du Congo sera analysée, commentée, débattue par deux invités ce matin, Philippe Kazadi et face à Eric Bisselo. Avec eux, nous allons donc aborder trois sujets. D'abord, c'est la révision de la Constitution. Alors, on n'en sait plus sur les intentions de l'UDPS, comme a écrit le média en ligne ce matin. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, demande officiellement au président de la République de changer la Constitution et non d'opérer une simple révision de la loi fondamentale. Il était face aux militants de l'UDPS hier jeudi. Nous allons parler avec nos invités. Entre-temps, il y a aussi des commentaires, des réactions après que l'opposition qui dit non au changement et la révision de la Constitution sont réunis au siège de la Senco. Est-ce que l'Église catholique est politisée? Pourquoi? Nous en parlerons avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est la prédication du pasteur Roland Dallot. La vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Roland Dallot, le pasteur, dénonce les détournements, la surfacturation et la corruption. Il se pose des questions, comment les voleurs de petits marchés sont traqués du marché central, alors que d'autres détourneurs continuent à circuler librement. Il maudit même ces détourneurs. Nous allons en parler avec nos invités. Nous parlerons également de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire avec le sommet de la SADC qui a prolongé d'une année la mission de la SAMI RDC. Nous allons en parler avec nos invités. Merci de nous rester fidèles. Philippe Kazadi, bonjour. Bonjour madame, bonjour à mon co-débatteur Eric. Je voulais souligner, ça fait maintenant, je voulais souligner un fait d'actualité, ça fait plus d'une semaine que les agents et fonctionnaires des affaires étrangères sont en grève. Aujourd'hui, aucun Congolais de par le monde ne peut obtenir un passeport. Donc notre diplomatie est paralysée. Parce que nos représentations diplomatiques ne peuvent rien faire tant que la centrale ne fonctionne pas. Au niveau de la centrale, selon les informations en notre possession, on nous renseigne que les serrures sont verrouillées, sont verrouillées et il n'y a pas moyen d'accéder. Aucune direction ne fonctionne. Il semble que même le cabinet du ministre des Affaires étrangères est inopérant. Donc c'est un fait nouveau. Est en grève. Non, pas les ministres, mais je crois que les syndicalistes sont en train de perturber même les cabinets à pouvoir travailler. Donc, vous comprenez que là, la diplomatie est en train de souffrir. Il est plus qu'urgent, c'est un secteur stratégique. Je connais le dévouement des agents des affaires étrangères pour avoir fait un passage éclair là-bas. Leur engagement, aussi leur sacrifice, malgré le maigre moyen qu'ils reçoivent pour tenir notre diplomatie debout. Mais si ça fait une semaine qu'ils ne travaillent pas, ça veut dire qu'ils sont au bout de leur patience et c'est très important que le ministre des Finances, le ministre du Budget, et évidemment avec l'accompagnement de leur propre ministre, Madame Kekwamba, que leur répondent favorablement à la demande de ces syndicalistes qui n'attendent que l'amélioration de leurs conditions de travail. Évidemment, au niveau de nos représentations diplomatiques aussi à l'étranger, je parle avec les uns et les autres, on me signale qu'ils ont des arriérés. C'est pas normal, il faut que ces gens-là qui représentent notre pays soient quand même dignement traités pour que cette représentation soit bien faite. C'était un fait que je voulais tout simplement souligner d'entrée des jeux. Merci. Donc, ces derniers temps, si vous voulez avoir un passeport... Pour l'instant, il n'y a pas d'opération de capture, il n'y a pas d'opération de passeport, donc c'est impossible d'avoir les passeports pour l'instant. Tout est bloqué. Tout est bloqué, oui. Parce que les fonctionnaires ne travaillent pas. Ils réclament quelque chose et que le gouvernement leur doit. D'autres. Voilà, Eric Bisselo, bonjour. Bonjour, c'est vrai que je retourne le bonjour et celui de mon co-débatteur. Merci pour l'invitation. Je salue également les téléspectateurs du kiosque. Il est vrai que c'est toujours troublant et énervant et frustrant lorsque le Congolais gagne difficile dans leur vie et qu'au bout de X mois, ils ne soient pas payés. Et donc, c'est devenu une politique en soi de ne pas rémunérer dignement déjà, ça c'est déjà, on sait que c'est impossible pour le gouvernement souminois, mais rémunérer correctement les Congolais, ça devient encore
une autre le son de cloche. Mais quand on sait surtout que, comme le disait Dallo, et on va rentrer dans le sujet, les détournements sont légion, par millions ou sinon milliards de dollars. Donc on se pose plus de questions, on sait ce qu'il en est. Et moi, je suis d'autant plus affligé que ces temps-ci, j'ai eu à faire une espèce de sondage quand je rencontre des Congolais dans les transports. Mais je suis étonné quand même de voir, même des jeunes de 17 ans, 18 ans, ils sont prêts, ils sont même pressés de quitter le territoire national. Leur préoccupation, c'est de quitter ce pays. Je vois des jeunes maires qui ne demandent rien à l'État, juste d'avoir des routes, un peu de sécurité. Dire qu'ils sont prêts à accepter n'importe quelle nationalité, même ceux du Congo-Brazzaville, parce que c'est les sources qui dirigent ce pays. Oui, effectivement, quand on voit les routes se dégrader de plus en plus, quand on voit que les agents ne sont pas payés, quand on voit que l'insécurité bat son plein, rien ne s'améliore. Par contre, ceux qui sont soumis au pouvoir sont sacrément payés, rémunérés quotidiennement, sûrement en dollars. Il y a quelque chose qui doit être fait. Si eux, ils ne le font pas, la population le fera. C'est un peu contradictoire et lorsqu'on voit que, comme vous le dites, des jeunes qui veulent quitter les pays, entre-temps, les étrangers continuent à venir. Vous allez vers Pompage, vous allez voir comment les étrangers achètent des parcelles pour construire des boutiques. Oui. Un paradoxe. Hein. Non, c'est un paradoxe parce que en même temps, c'est évident. C'est la mafia étrangère qui vient ici. Vu que c'est la mafia congolaise qui s'installe, elle appelle la mafia étrangère pour blanchir l'argent. Et imaginons, puisque les Libanais, les Chinois sont exemptés des taxes, sont exemptés des responsabilités, alors que les fiscs et les agents de l'État vont chercher le petite entreprise des Congolais jusqu'au fin fond pour payer au moins 200 taxes. Ils ne payent pas de taxes. Ils sont exonérés ou bien, est-ce que vous savez que le groupe Arish, vous regardez s'ils payent leurs taxes et leurs redevances à l'État chaque année? Ça reste à vérifier. Hein. Non, ouais. on a des faits qu'ici, il y a des communautés étrangères qui ne payent pas, qui doivent des arriérés en termes de millions à l'État congolais, mais le problème en est qu'ils sont puissants. Et dans notre propre pays, nous perdons la main eu égard de la force de l'argent. Donc ici, c'est le blanchiment d'argent qui s'opère en toute légitimité. Et c'est pour ça que vous voyez ces étrangers qui peuvent s'acheter des biens là où les Congolais, même s'ils travaillent toute sa vie, ne peuvent pas s'acheter. C'est ça la réalité. Et c'est si celui qui a le monopole, la qualité pour pouvoir régler ce problème ne le fait pas, c'est-à-dire qu'il le fait en complicité avec les étrangers. Mais nous sommes convaincus que la terre de Kimbangu, la République démocratique du Congo, c'est une terre de surprise et que la population reste souveraine en tout temps, en toutes circonstances. C'est bien, on dirait légalement, demain nous les arracherons. C'est ça qui est sûr et certain. Alors, puisque vous parlez corruption, restons-y avec la prédication du pasteur Roland Dallo. En tout cas, ça fait grand bruit. La vidéo a circulé. C'était lors de son séminaire Bunda, 21, comme c'est chaque année. Et bien là, le pasteur Roland Dallo a fait sujet le fait que les voleurs de marché soient traqués, alors que ceux qui détournent de grosses sommes ne les sont pas. Alors, comment est-ce que vous avez perçu, comment vous réagissez par rapport à... Montrez-moi de quelle obédience vous êtes. Parce que le pasteur Dallo a effectivement loué l'obédience de Kassavubu, qui avait pour logique et simplicité de ce qui appartient à l'État revient à l'État quand on a l'argent des missions de l'État. C'est-à-dire qu'il y a toujours un excès pour qu'il n'y ait pas d'imprévisibilité. Mais lorsque vous revenez au pays, la décence veut, la morale veut, l'amour de la patrie veut que nous remettions cet argent dans les caisses de l'État. C'est de ça qu'a parlé Dallo. Mais je crois que ce n'est pas la première fois. Lors de la prestation du second mandat du chef d'État, il a critiqué les voleurs autour du chef d'État. Sa prédilection, c'était quoi? Sa prédilection, c'est tourner autour de ces détournements, de ces voleurs, s'il n'y a pas d'autre mot, de ces spécialistes des rétrocommissions. Mais je crois qu'à un moment, si le rôle de l'Église dans sa globalité, ou que vous mettiez, vous parlez d'Église des réveils ou d'Église catholique, mais c'est aussi cela de dénoncer des faits d'immoralité dans la société. C'est ce qu'il a fait. Mais il le fait à quel moment? C'est ça le problème. C'est que nous savons que ces églises dites de réveil sont à la botte de ceux qui sont autour du pouvoir. Comment ça? Mais nous les voyons dans des réunions pour des stratégies avec les hommes du pouvoir, avec les partis du pouvoir.
Ils sont conviés, ils perçoivent leur enveloppe, nous savons bien. Ce n'est pas de la même moralité que catholique. Les catholiques, vous avez beau arriver, vous lui offrez une Jeep, oui, mais demain, dans son sermon, ils vont critiquer les détournements de l'argent. Mais on critique aussi l'Église catholique parce qu'elle a accueilli, par exemple, l'opposition lors de leur rencontre contre la réforme. Mais ça, c'est encore la bassesse intellectuelle. Vous accusez l'Église parce qu'elle a accueilli des gens. Non, de un, l'ignorance de Kabouya. Il ne sait pas que la salle de la Cinco, n'importe qui peut la louer. C'est une salle qui est au plus offrant. C'est une salle de spectacle, de conférence. Il vous appartient, si vous avez les moyens, de les louer. Ce n'est pas parce qu'on est en opposition qu'on n'a pas l'argent de louer une salle pour tenir une conférence. Nous-mêmes, avec le prix Nobel de la paix, nous l'avions loué pour faire une conférence. Donc, l'ignorance ou bien la mauvaise foi, ça on le sent bien, ou bien peut-être la peur. Mais quand ils vont offrir des jeeps dernièrement aux catholiques, on ne les a pas fait un procès. Nous ne sommes pas dans une logique où on va dire, on va à chaque fois incriminer l'Église catholique parce qu'elle accueille ou bien elle parle avec les Congolais de surcroît. C'est une immoralité, une mauvaise foi intellectuelle, ça on le sait, mais une immoralité dans ceux qui gravitent autour du pouvoir, qui pensent que l'argent de ce pays, c'est leur argent. Le pouvoir de ce pays, malgré qu'il y ait une constitution, c'est leur pouvoir. Donc Dano, il est tout à fait dans son rôle là-dessus. Il ne s'agit pas parce que c'est le pouvoir, d'ailleurs, il n'a pas cité de nom. Il dit des choses qui sont évidentes. Au-delà des rétrocommissions, comment voulez-vous qu'une route, qu'on dit $1 million, mais vous en sortiez 7? Mais est-ce que nous sommes là dans une logique où, même vous regardez le gouvernement à la ville-province de Kinshasa, il a facturé lors du dernier mandat de Gentini 4-5 routes qui n'ont jamais été faites, mais l'argent a disparu. Est-ce que l'IGF a enquêté? Est-ce que des gens sont arrêtés? Non, mais il est effectivement vrai. Quand un petit voleur de rien vole quelques pécadilles, mais s'il fait tabasser, il le met au cachot, on le met même au CPR quand on jette la clé. On ne sait pas quand il sera, il fait 1 année, mais il peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Donc, nous nous félicitons quand la moralité revient dans les églises, mais il ne s'agit pas ici d'une moralité teinte des intérêts particuliers. Ce n'est pas parce que Dalo aujourd'hui, peut-être il peut y avoir une embrouille avec le chef d'État, il peut y avoir, c'est une évidence, parce qu'il a toujours été proche, mais ce n'est pas parce qu'il peut y avoir une embrouille. L'Église, il doit toujours être objectif. Moi, les églises du réveil, je ne crois pas à leur objectivité. Ce sont des églises qui tournent essentiellement autour des intérêts privés et personnels, au rythme des vies. Est-ce qu'ils mélangent leur argent pour la communauté ou bien chacun gère ses affaires? Vous regardez le train de vie de ces pasteurs? Non, ce n'est pas à confondre avec l'église catholique ou bien l'église kimbanguiste. Ce n'est pas au même niveau. Ce sont des églises qui tournent autour des personnes pour leurs propres intérêts. Et dans cette logique-là, au regard de l'aura de Dado, de son aura, de sa communauté, de l'influence qu'il peut avoir auprès de ceux qui viennent suivre ses prédictions, mais je crois qu'il est de son devoir à un moment d'attirer, d'alerter et de réveiller le sursaut national, la conscience des Congolais face à ces dérives. Voilà. Vous avez parlé de la corruption, de routes, des gens qui détournent, mais il y a une grande question que l'on se pose. Y a-t-il pas possibilité quand quelqu'un détourne, ou soit, comme vous l'avez dit, par rapport à la construction des routes, qu'on puisse les révoquer directement? Là aussi, la Constitution bloque ou comment? Non. Je ne sais pas, parce que non, la Constitution... ça se voit clairement que vous avez détourné, il faut passer par 4 chemins. Ne prévoit pas tout, madame. Finalement, ce sont les questions que les gens se posent. Hein. Finalement, dans ces pays, on va tout mettre sur la tête de la Constitution et on aura une Constitution joufflue plus qu'une Bible. Il y a des lois particulières qui existent et ces lois traitent, il y a différentes lois qui traitent et règlements qui traitent ces genres de cas de mégestion, cas de détournement, cas de surfacturation, cas de corruption, tout ça. Il y a des lois particulières qui en parlent. Mais pourquoi on laisse faire? Alors maintenant, c'est ça le problème. C'est-à-dire, nous sommes dans une société où la justice est malade. La justice, ce n'est pas seulement au niveau des instances qu'elle est malade, même au niveau sociétal. Vous allez voir que vous venez dans la rue, moi j'étais une fois dans la rue, sur le boulevard, un chauffeur qui conduit mal comme s'il était ivre, me cogne, casse mon rétroviseur, mais les clients qui étaient à bord de son véhicule, tous prennent parti pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est lui qui va les conduire vers la ville, ou va les retourner vers la maison. Parce que s'ils descendent là-bas, ils n'auront plus d'autre choix. Vous voyez? Et donc ça tue ce que nous appelons justice. C'est-à-dire que l'être
Congolais, les Congolais dans son fort intérieur est débarrassé de la valeur qu'on appelle justice. Ah donc, il ne faut pas attendre que maintenant au niveau des instances, que ceux qui viennent de cette société sans justice aillent appliquer la justice là-bas. Parce que c'est d'abord une valeur que quelqu'un doit porter dans son fort intérieur pour maintenant faire appliquer. Et on a comme l'impression chez nous que quand on veut sanctionner un malfrat, c'est celui qui sanctionne qu'on perçoit comme un homme méchant ou oui, un homme méchant. Prenons le cas des routes, par exemple. Prenons le cas des routes, par exemple. Je reviens encore sur Maki. Oui, vous voyez qu'à Kinshasa ici, vous allez voir, il y a des nids de poules qui s'agrandissent, et puis on jette un peu de caillasse, et puis on s'en va. Et puis ça s'arrête là. Alors la personne qui jette, on ne peut pas le sanctionner. On peut le sanctionner. Pourquoi on ne le fait pas? Mais c'est ça que je vous dis. Pourquoi on le fait pas? Parce que le Congolais a déjà perdu cette valeur-là qu'on appelle justice. C'est au Congolais de sanctionner ou il y a... Non, attendez. De tout? Non, c'est lui qui... Il y a des gens qui sont appelés à faire appliquer la loi. Ce sont les Congolais aussi. Là, parce que la loi elle-même ne viendra pas sanctionner quelqu'un. Il faut qu'il y ait une personne qui fasse appliquer la loi. Mais celui qui doit faire appliquer la loi doit être revêtu lui-même de cette valeur-là qu'on appelle justice. Si la personne n'est pas revêtue de cette valeur, n'attendez pas qu'elle fasse appliquer la loi. Mais la loi existe. Il faut l'appliquer. J'ai déjà dit une fois ici que le Congo n'a pas un problème de texte. Nous avons plus un problème d'hommes que de textes. Que ce soit des textes particuliers ou des lois particulières, que ce soit de la Constitution. C'est l'homme congolais qui pose problème. Ce n'est pas le texte. Les textes, on en a suffisamment. Maintenant pour... la prédication. Pour la prédication du pasteur... Aussi, tous ces détourneurs-là. Hein. Oui, c'est avec raison, mais n'oubliez pas que le pasteur Dallot est de l'église de Philadelphie où le président de la République prie. Et plus d'une fois, il prêche sur les détournements, sur la corruption, sur les surfacturations en présence du chef de l'État. Donc, il joue son rôle en tant que pasteur de pouvoir interpeller son fidèle qui se trouve être le chef de l'État, qui est en face de lui. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autorité morale qui puisse dire un mot au président de la République et qui puisse l'écouter plus que le pasteur Dallot. Parce que c'est son père spirituel. Donc, quand le pasteur prêche, il est évident que ça va droit aux oreilles du chef de l'État et c'est un message probablement qu'il lui parle même en privé, pour ne pas dire inbox, qu'il lui parle même en privé de ces cas. Mais le chef de l'État doit aussi maintenant est appelé plutôt à pouvoir rappeler les troupes à l'ordre, à agir pour que on mette fin à cette pratique qui ruine l'image de notre pays. Donc il faut noter cela. L'Église, madame, a plutôt un rôle prophétique. L'Église a un rôle prophétique et l'Église ne doit pas être au milieu du village, madame. L'Église doit être avec les faibles. Parce que celui qui accède au pouvoir devient un homme fort. Donc vous n'avez plus besoin de l'appuyer. Il a déjà la force du fait d'avoir le pouvoir. L'Église, son rôle, c'est d'interpeller ceux qui dirigent à s'occuper des plus faibles. D'autant plus que dans la société, les plus faibles sont plus nombreux que les forts. Donc l'Église doit être du côté des faibles. L'Église ne doit pas être au milieu du village comme on veut nous le faire attendre ici. J'ai déjà entendu un homme politique, je vais taire son nom ici, qui dit à un responsable de sa jeunesse, il dit, monsieur, celui-là a été accusé au niveau du parti politique, qu'il aurait manœuvré sur l'argent. Il dit, mais monsieur, toi tu es déjà président et tu vas encore toucher à l'argent. Ce n'est pas normal. Tu as déjà le pouvoir, l'argent fait faire le travail de l'argent par tes collaborateurs. Comme ça, si ça saute, tu pourras bien intervenir pour calmer les jeux. Vous voyez? Donc, l'Église, madame, doit être du côté des faibles, je l'insiste. Moi, je trouve anormal. En tout cas, je n'ai rien contre le pouvoir, je n'ai rien contre le pasteur, mais je donne mon avis, et que moi, je trouve anormal qu'on trouve des églises, un pasteur se met devant la chair
et commencer à soutenir un pouvoir. Non, ça n'a pas de sens. Parce que même dans son propre, dans son propre église là, ou sa propre église, il y a ceux qui souffrent, les plus petits de la société, qui doivent être protégés par le pouvoir. Ok? Et donc, il faut que j'ai fait ce message pour que l'église de notre pays puisse savoir le rôle qu'elle doit jouer. Ce n'est pas parce que vous interpellez l'autorité que vous êtes contre elle. Non, c'est pas ça. Elle se met à côté du feu. Lorsque vous interpellez l'autorité, c'est pour effectivement qu'elle fasse effectivement son travail. Et l'église doit se mettre aux côtés des faibles. Voilà. Parce que les faibles n'ont personne pour parler d'eux. Il faut qu'ils aient un porte-parole. Et je crois que le porte-parole des faibles, les porte-parole des plus démunis de la société, c'est l'église. Voilà. Merci Philippe Kazadi. Parlons loi fondamentale, la Constitution. Alors Eric Bisselo, l'UDPS exige le changement. Maintenant on sait, un peu plus... C'est plus clair, parce que Kabouya l'a dit hier, c'est pas la révision, mais les changements. Il demande même officiellement au chef de l'État de changer la Constitution. La tâche ne sera pas facile pour l'opposition dans sa démarche. Tout d'abord, l'UDPS, qui est un fait privé, qui est un simple parti politique, n'a rien à exiger à l'État, ni à la République. Parti au pouvoir. Parti du pouvoir, oui. Au pouvoir. Non, du pouvoir, parce que les gens, c'est déjà sorti de sa propre bouche sur Top Congo, qui sont du pouvoir. Donc, la seule chose que nous, Congolais, nous savons, c'est que la Constitution regarde tous les Congolais. Personne n'a le monopole de la Constitution. En revanche, nous avons le chef d'État, conformément à l'article 274, qui a le devoir de veiller à ce que cette Constitution soit préservée, soit respectée. Mais l'initiative de la Constitution n'appartient pas à l'UDPS. Les révisions, n'appartiennent pas à l'UDPS, n'appartient au président de la République, le gouvernement, les Congolais et les parlements. Pour que cette constitution soit changée, conformément à leur lubie, à leur voracité, il faudra respecter les formes. Les formes sont prescrites dans la Constitution. En dehors des formes reconnu dans la Constitution, c'est-à-dire la révision des 118. En dehors de cela, ça s'appelle un coup d'État constitutionnel. Ça prévoit son changement. Il n'y a pas de changement qui soit prévu. C'est vrai que Kabouya a beaucoup à apprendre. Mais cela dit, puisque vous nous amenez en permanence à devoir commenter ses caprices, ou bien ses propres ignorances, nous sommes là pour leur dire: le changement de la Constitution n'est pas prévu dans la Constitution. Qu'est-ce qui est prévu? La révision est prévue dans la Constitution. Pourquoi la révision? Parce que le texte est amené à évoluer. Il n'est pas parfait. Pourquoi est-ce qu'on n'a dit pas le changement? Parce que nous avons remarqué qu'il y a des tares dans les hommes, même si quand ils sont dans l'autre bord politique, c'est-à-dire dans l'opposition, ils crient justice, paix, équité, l'amour des Congolais. Mais il faut arriver au pouvoir, le pouvoir corrompt. Donc le constituant savait qu'arriver au pouvoir, 5 ans, ça leur paraissait long, l'éternel quand ils étaient à l'opposition, mais une fois au pouvoir, 10 ans, ça leur paraît comme si... Non, ils vivent tellement bien qu'ils ne remarquent pas qu'ils sont incompétents, incapables et qu'on ne peut rien leur dire. En cela, parce que nous avions prévu cela, les dérives, la dictature, les abus, la caporalisation de la justice. Nous avions prévu cela. C'est pour ça qu'il y a des matières verrouillées. Si on verrouille les matières, c'est pour qu'un changement ne puisse pas les déverrouiller. C'est-à-dire, quand il parle de changement, c'est-à-dire qu'on doit changer tous les articles. Quand on parle de changement, ils pensent quoi? Ils mettent un président un nouveau mandat pour le président de 9 ans, renouvelable pas. Non, encore. Mais eux, ils ont dit qu'ils ne vont pas toucher ce point-là. Non, ce sont même le chef lui-même a dit vous êtes en train d'interpréter mal sa démarche. Ce sont des menteurs. Ouais. Ce sont des menteurs. Et moi, en tant qu'intellectuel, j'ai un devoir de ne pas croire aux menteurs. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Ils veulent toucher à la Constitution, à l'article 10 de la Constitution sur la nationalité, pour que nous n'ayons pas, la nationalité congolaise ne soit plus exclusive, parce que beaucoup d'entre eux ont le double ou triple nationalité.
C'est-à-dire, et en même temps, ils occupent des postes dont ils ne devraient pas se retrouver. La durée du mandat par le candidat président de la République leur pose problème. L'indépendance de la justice leur pose problème. Ils veulent avoir la liberté, si ce n'est le pouvoir, de nommer ou de choisir ceux qui doivent aller dans les parlements, sans que les populations puissent dire quoi que ce soit. Ils veulent avoir le pouvoir et le devoir. Ils seraient même susceptibles de dire... Vous prêtez les intentions. Non. C'est ce qu'ils disent, hein. Vous leur prêtez les intentions. Maman, vous aviez commencé ici à dire qu'ils ne parlaient pas des changements. Nous parlons, la dernière fois, quand nous avons une discussion ici, vous avez dit qu'ils parlent du changement, ils ne sont pas rentrés dans les détails. Moi, je vous ai dit, à l'expérience, on est déjà rentré dans les détails avec eux. On les connaît, on les voit venir. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu un petit essai, un jet d'essai lors du premier mandat. Lorsque le professeur Isidore avait commencé à faire une monture de la Constitution. Mais étant donné que c'était le premier mandat, il fallait qu'il consomme quand même. Et on arrive au deuxième mandat. Ce sont des menteurs. Et la population congolaise n'a pas intérêt à écouter des gens qui se montrent non seulement hybrides par leur incompétence, mais par leur immoralité au pouvoir, le pasteur Dallo vient de le lire, mais en même temps, il vous demande de leur dire non, donnez-leur de plein pouvoir, de faire ce qu'ils veulent du pays, des richesses des pays. Non, UDPS a perdu déjà ce combat. C'est ça qu'il ne sait pas. Il l'ignore encore. La question qui va être déterminante, comment va-t-il perdre ce combat et à quelle proportionnalité? Ah, ils vont perdre. Mais le combat est déjà perdu pour eux. Est-ce que la mission sera facile? C'était ma question. Sera facile pour l'opposition lorsqu'on sait que le chef lui-même me dit que personne ne va arrêter ma démarche? Il a dit. Et puis lorsqu'on voit qu'Okabouya a dit quelque chose, c'est comme un peu du Jean-Baptiste et Jésus. Hein? C'est quand il a parlé des 217, les chefs l'ont relayé, c'est comme ça. Le chef de l'État n'est pas au-dessus de la Constitution. Ses pouvoirs lui sont inspirés, tirés par la Constitution. Le chef de l'État n'est pas au-dessus du peuple. À plus forte raison, le président, le secrétaire général d'un parti politique. La démarche de changement de constitution ne réside pas dans les caprices, dans la volonté du chef de l'État. Ça réside auprès du peuple souverain et à plus forte raison sur les tests constitutionnels. Il ne faudrait pas accorder plus de pouvoir à ceux qui n'en ont pas. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Et je vous ai dit que ce combat est perdu d'avance pour eux. Et je vous dis à quelle proportion vont-ils perdre encore davantage. Soit ils vont rester effectivement dans ce pays et à essayer de bouffer au plus vite ceux qu'ils ont détournés, soit ils vont être obligés de partir en exil. Et à quelle proportion? Changement. Et si beaucoup partaient en exil, cela ne veut pas dire qu'ils se sont cachés de la loi ou des lois internationales. Ils seront arrêtés. Je vous ai dit à quelle proportion. Puisque lui, il veut attiser les faits. Quand les Congolais mourront, il en assumerait les conséquences, croyez-moi. Sûr et certain. Puisque ça sera déjà en dehors du texte légal, en dehors de la légitimité et en dehors de la légalité. Donc à un moment, il faut bien conseiller le chef de l'État. S'il est conseillé par des gens comme Kabouya, effectivement, c'est normal qu'il soit induit en erreur. Merci Eric Bissel. Alors, Philippe Kazadi, votre lecture également par rapport à cette question du changement de la Constitution comme les demande, comme l'exige l'UDPS à travers son secrétaire général. Bon, madame, je crois que cette affaire, j'en ai parlé à maintes reprises. Je vous ai déjà dit une fois ici que si l'on pouvait suivre un tout petit peu les conseils ou bien l'idée émise par les sénateurs qui sont de Tundula, je crois qu'on n'arriverait pas là. Parce que la question de la Constitution, elle est nationale et elle est fondamentale. Pourquoi c'est fondamental? Parce que ça touche les sensibilités des Congolais. Ça touche à un contrat social, à notre volonté de bien vivre ensemble. On ne peut pas y mettre des caprices, comme dit Eric, mon co-débatteur. Le Tundula avait proposé qu'il y ait une évaluation, qu'on fasse une évaluation. L'idée du départ, c'est que nous avons un texte fondamental qui a été mis en œuvre il y a plus de 10 ans. On peut évaluer et savoir
où nous en sommes et où nous voulons aller. Donc on ne part pas a priori avec l'idée que le texte est mauvais. Vous comprenez? On ne dit pas a priori que non, le texte est mauvais. On dit le texte, c'est notre texte, c'est notre constitution. Elle est bonne, mais elle peut avoir des insuffisances au regard du temps qui a passé. Et donc maintenant, on peut évaluer. La question de la caisse de péréquation, madame, c'est de la Constitution, mais ce n'est pas appliqué. C'est une question qu'on peut discuter. Cette discussion n'appelle pas à des émotions politiques. Nous avons la question de la retenue à la source, donc par la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la rétrocession. Comment on est arrivé à la rétrocession? Pourquoi on est arrivé à la rétrocession? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la retenue à la source soit appliquée? Donc vous voulez qu'on puisse toucher certains points? On peut en discuter. Non changer il y a des dispositions de notre Constitution qui semblent aujourd'hui inadaptées à notre contexte et qu'on peut changer, on peut réviser, mais dans un cadre serein. Ok, dans un cadre serein, dans un climat de sérénité entre différentes parties prenantes du jeu politique. Voilà, vous avez cité on ne peut pas quand même, on ne peut pas imposer une volonté par rapport à la Constitution, parce que c'est un contrat social. Je précise que c'est quelque chose qui nous engage nous tous. Ok, donc une personne ou un groupe de personnes ne peut pas s'arroger le droit d'imposer à toutes les autres parties prenantes sa propre volonté. Donc vous comprenez que aujourd'hui, que ça vienne des Kabouya, moi ça ne m'étonne pas. Parce que argument contre argument sur article par article, il ne peut pas tenir le débat. Il ne va pas tenir le débat. Il sait bien qu'il a évoqué l'histoire de l'article 217 ici. Vous avez tous compris aujourd'hui que la souveraineté n'est pas le sol. Parce que déjà l'article 214... Excusez-moi madame, je vais juste me permettre d'un fait d'humilité. L'article 214 parle des conditions pour que la RDC cède une partie de son territoire ou obtienne, adjoigne à son territoire une partie du territoire des pays voisins. Dans l'histoire, je ne sais pas si c'est forcément vrai, Mwanda n'était pas une propriété de la RDC, mais on a dû négocier avec l'Angola pour que nous ayons une ouverture à l'océan. Parce que l'océan, c'est le monde. Nous avons une ouverture au monde. Et l'Angola nous a cédé cette partie. Donc ça, c'est bon pour le Congo. OK? Mais on s'est dit dans l'article 214, si je m'abuse, que pour tous ces genres de cas, ça doit être soumis au référendum. Il faut que le peuple s'exprime. Mais les 217 parlent des accords et traités internationaux. Donc, vous comprenez que si on va article contre article, débat rationnel, il ne tiendra pas pendant 2 minutes. Donc, il va chercher, il dit non, cette histoire-là, on jette ça, on jette tout en bloc. Parce que finalement, il ne peut pas aller argument contre argument. Et ça, je peux bien le comprendre. Mais l'initiative ne revient pas à l'UDPS. L'UDPS ne peut pas dire qu'on exige au chef de l'État de faire ça ou cela. Non, ça c'est un manque du respect au chef de l'État. Le chef de l'État est une institution. Il a été voté au suffrage universel direct par le peuple congolais qui lui a renouvelé la confiance et à lui seul de prendre l'initiative. Ce n'est pas respecter les chefs de l'État. Ce n'est pas respecter le pouvoir du chef qui est de sortir avant pour annoncer ce genre de choses dont nous exigeons du chef. Nous demandons au chef de l'État de changer clairement la Constitution. Non, il ne peut pas faire ça. J'ai déjà dit ici que Augustin Kabouya est un joueur qui joue contre son propre camp. Il verra les conséquences de cela après. Alors au niveau des alliés, parce que vous avez tout à l'heure parlé du point de vue de Lutundu là, ouais. On a comme l'impression que ça divise aussi au niveau des alliés, hein, parce que à part Kabouya, Mbosso, Kiabou là aussi que j'ai vu s'est prononcé sur cette question, les autres s'abstiennent. Hein. Mais attendez madame. On aura des surprises après. Hein. Non, c'est question de démarche. Ok. Quand vous dites on doit réviser la Constitution, je ne peux me prononcer pour ou contre qu'à partir du moment où vous me dites, c'est qu'il faut réviser. Si vous ne me dites là, ils hésitent encore. Excusez-moi, non, moi je raisonne à ma manière. Si vous ne me dites pas, c'est que vous voulez réviser dans la Constitution, pourquoi je dois être pour ou contre? Si vous me dites, non, il faut qu'on change la Constitution. Mais il faut d'abord me dire, pourquoi vous voulez changer la Constitution? Pour que je sache, mais décidez moi aussi. Mais c'est l'union sacrée, ils sont unis. Ils doivent parler le même langage. Mais oui, mais pour qu'on parle le même langage... Pour qu'ils parlent le même langage, ils doivent y avoir des consultations en amont et qu'ils décident ensemble.
Parler le même langage signifie décider ensemble. Et une fois qu'on a décidé ensemble, on va tous plutôt porter la parole aux yeux du public et nous allons assumer les conséquences qui peuvent arriver. Tel que les choses se présentent aujourd'hui, on a l'impression que c'est une démarche unilatérale et personnelle de l'UDPS qui attend maintenant commencer à rassembler des soutiens à gauche et à droite au regard des intérêts des uns et des autres. Donc vous comprenez que, à mon avis, à ce niveau-là, franchement, ce n'est plus la République. Ce n'est plus la République. Quand on fait, j'ai déjà dit ici que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le président de la République de tous les Congolais, même ceux de l'opposition. Ok? La question du contrat social est capitale. Il peut inviter l'opposition, tout comme l'opposition aussi peut aller auprès du chef de l'État, mais si la confiance est totalement brisée, on peut solliciter quand même la médiation de ceux qui peuvent le faire. Cette question, l'histoire se répète, hein, comme c'était à l'époque de Kabila, on a seulement changé de... Et vous comprendrez pourquoi je vous dis que la question, le Congo a plus de problèmes d'hommes que de textes. Vous voyez aujourd'hui la classe politique, vous allez vous rendre compte que ceux qui défendaient mordicus la Constitution hier l'attaquent aujourd'hui, et ceux qui voulaient attaquer la Constitution hier la défendent aujourd'hui. On a changé des acteurs, des joueurs dans ce même jeu-là. Voilà, alors le même jeu, mais on a changé des joueurs qui ont... Ils ont changé de position sur le terrain. Oui, des positions, des équipes d'ailleurs. Alors on parle autre chose, c'est les sommets de la SADC, il y a la prolongation de la mission de la SADC en RDC. Quelle est votre réaction? Les gens s'interrogent pour quel résultat qu'il faut continuer à prolonger. C'est toujours malheureusement dans la même droite ligne que la question de la Constitution, parce que la SADC a été mise en place en décembre 2023, je crois, cette force SMI-RDC, force d'interposition. Au même moment, on nous avait également parlé d'une force de l'African Community, East African Community, EAC, qui était intervenue soi-disant dans une même logique de protéger le peuple congolais eu égard de l'agression subie. Mais nous avons vite compris que l'EAC avait son propre agenda, qui était de laisser plus d'espace au M23 et d'acquérir un maximum de territoires pour le compte du Rwanda, et peut-être aussi en anticipation du changement de la Constitution qui était déjà à l'époque dans l'esprit des uns et des autres. Cela dit, cette force d'interposition de la SADC n'a pas de résultat. On n'en entend pas parler. Il n'y a pas de bilan. Certainement, elle doit servir quelques intérêts, mais en tout cas pas les nôtres. Puisque à chaque fois, nous voyons que la République démocratique du Congo débourse de l'argent pour les mercenaires étrangers, libanais, et ainsi de suite, des Balkans. La République démocratique du Congo débourse de l'argent pour ses milices, ses forces vives, ces autochtones qui prennent des flèches et des lance-pierres pour défendre le territoire national. Mais la mission de la SADC à l'Est, elle devait, en principe, elle devait avoir pour ambition de s'interposer concrètement. Soit nous nous allions concrètement à la SADC pour faire barrage à l'Est Community, mais également au M23 et compagnie, mais soit nous ne faisons rien. Parce que ça, c'est la demi-mesure, on ne peut pas aller dans la demi-mesure. On ne peut pas à la fois collaborer avec nos agresseurs et en même temps, tous les jours, se lever dire on nous agresse. On ne peut pas à la fois dire nous sommes un pays qui respecte les règles et qui est souverain et qui aime sa communauté, qui aime son armée. En même temps, on n'investit même pas suffisamment de moyens dans l'armée et on recrute les forces patriotiques. Ces mêmes forces qui se détournent de leur obligation, de leur devoir de préserver la patrie quand ça à s'attaquer aux populations, aux paisibles populations. Nous sommes là dans les embrouillards total, des demi-mesures à chaque fois, et finalement, nous n'avons rien vu. Les forces contraignantes à l'Est ont acquis du territoire, plus d'une centaine, plus de 2 ou 3 territoires nationaux, et ils sont en train d'avancer, ils sont à l'aise, ils ont des mines qu'ils exploitent au quotidien, il y a des Congolais qui meurent quotidiennement. Quelle est vraiment cette avancée ou bien cette nécessité aujourd'hui? On peut dire que non,
Ça nous a servi, cette petite embryon de la force de la SADC en République démocratique du Congo, eu égard de ce qui perdure, de ce qui subsiste. Bunagana n'est toujours pas récupéré. Nous ne sentons même pas ni l'espoir ni la volonté des acteurs sur le terrain de récupérer l'intégrité territoriale. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons forcément que les leaders, ceux qui ont le pouvoir, agissent concrètement, mais autrement, plutôt que de nous faire perdre l'argent public et de nous faire perdre des vies des Congolais. Donc vous êtes contre cette prolongation? Non, vous proposez quoi à la place? Non, il n'y a pas à être pour, il n'y a pas à être contre, puisqu'on n'en a pas mesuré la portée. Je disais que si nous devions avoir la même logique de la SADC, quand elle se met à fond, elle est une force dissuasive. Elle a les moyens d'aider la République démocratique du Congo à récupérer son territoire. Mais sauf que là, c'est une demi-mesure. C'est une demi-mesure qui n'a pas de sens, qui ne nous apporte rien. Si ce n'est que nous contribuons, bien sûr, hein, ne croyez pas que ça s'est fait gratuitement. Donc soit la SADC est là pour d'autres intérêts qui échappent aux Congolais, soit la SADC est là pour faire bonne figure. Voilà, Philippe Kazadi. Prolongation d'une année de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, qui était venue en remplacement de l'EAC, hein, après avoir critiqué l'EAC. Pour certaines personnes, estiment que la présence de troupes étrangères, ça affaiblit nos forces, parce qu'ils savent que les autres vont venir, au lieu qu'on laisse nos forces... Oui, c'est une analyse, hein, ou une perception des choses. Je crois que plus on est aidé, ou plus on se croit pouvoir être aidé, plus on se fragilise. J'ai toujours dit ici qu'il n'y a pas un mercenaire qui accepte de venir mourir. Imaginons qu'en tant qu'humains, ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants dans leur pays, et vous pensez vraiment qu'ils viennent au Congo pour mourir pour le Congo? Moi, je ne crois pas. Je crois que ce sont des forces qui peuvent nous aider dans une certaine mesure, mais pas pour finir la guerre. La guerre finira avec le FARDC regaillardi, requinqué, réorganisé, réarmé, rééquipé et mis dans le meilleur des conditions que possible. Nous devons avoir, comme disait quelqu'un, l'économie militaire. À part la loi de programmation militaire, qui n'est qu'une loi, il faut que cette loi entre effectivement en vigueur et que le moyen prévu dans la loi soit donné au FARDC. Nous avons besoin d'une armée forte qui sécurise nos frontières. Pour avoir vécu l'expérience avec la force de l'EAC, moi, je ne suis pas gouvernant, moi, je n'ai pas confiance aux armées étrangères qui disent venir nous servir tout ça. Peut-être que on n'a pas encore les informations sur ce qu'il faut effectivement sur notre terrain, comme les forces de l'EAC, qui on a vu commencer à aller dans les mines, hein, pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, là, nous avons besoin de regaillardir, de requinquer, de renforcer les FARDC. C'est la seule solution. Mais peut-être, on peut leur accorder les bénéfices du doute, c'est du point de vue du gouvernement, parce que c'est la SADC qui a la durée de cette force. Évidemment, c'est avec l'acceptation, pour ne pas dire l'accord du gouvernement congolais. Donc le gouvernement accorde le bénéfice du doute à cette force-là. Qui suis-je pour débattre des questions aussi sur lesquelles il y a trop de zones d'ombre, parce que les questions de sécurité, il y a beaucoup d'informations qui nous échappent. Nous, on voit seulement pour, on a prolongé, mais il y a beaucoup de dessous des cartes qui nous échappent. Je crois que, mais personnellement, en tant que citoyen, je pense qu'il faut plutôt mettre plus de la force, le moyen du côté des FARDC que de ces forces qui nous viennent en appui. Voilà. J'aurais même voulu que ces forces soient des forces d'appui plutôt que les forces qui défendent face à l'agression rwandaise. Voilà. Merci Philippe Kazadi, merci Éric Bissello. Merci. L'émission est finie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosque. Merci au coach Doudou Montiri. Merci à l'équipe technique. Bon début de week-end à vous tous. On se retrouve lundi. Au revoir.